À 2 pas de nos villes, surplombant nos modes de vie numériques, existe un milieu naturel encore vierge et sauvage. Un univers fascinant, dont le cœur bat au rythme lent des saisons. Des reliefs les plus doux aux plus hauts sommets, des parois les plus vertigineuses aux paisibles prairies d'altitude, les Alpes forment cet immense territoire où l'empreinte de l'homme semble s'effacer peu à peu pour laisser place à un petit monde étonnant. Invisible le plus souvent, craignant l'homme et fuyant sa folie, le peuple des montagnes ne livre pas ses secrets au premier venu. Pour partir à sa rencontre, certains usent de tout leur savoir et de tout leur stratagème. C'est le cas de Sébastien, de Fred et de Nathalie. Ils sont photographes naturalistes. Et c'est avec eux, à travers leurs regards et leurs objectifs, que nous allons partir à la découverte des Alpes sauvages. Là, regarde, dans les rochers là-bas, là, il y a deux gros mâles là, qui se courent après. On aura peut-être un combat. Mais je sais pas, celui de devant, il a l'air d'échapper au combat. Là. Plus celui de derrière qui a l'air un peu plus virulent. Mais bon, sait-on jamais. Un beau combat de bouquetins, c'est chouette. Ça résonne dans toute la montagne. Ouais, c'est impressionnant. En fait, tu as soit les deux qui vont se mettre debout ensemble et les deux vont taper en même temps, ou alors tu en as un qui se lève et l'autre en fait qui se prépare au sol à recevoir le coup de corne. Mais il y a des fois, c'est vraiment violent. T'en as, moi j'ai fait des photos où tu as les deux pattes arrière qui décollent du sol. Et l'autre, il est au bord de la falaise, il bouge pas d'un iota. Tu te dis, mais toi, tu reçois le même coup de corne, t'es à l'autre bout de la montagne, quoi. Et eux, ils bougent pas, c'est phénoménal, ils ont une force extraordinaire. Depuis plusieurs années maintenant, Nathalie photographie les bouquetins. Ces animaux qui avaient presque disparu des Alpes il y a quelques décennies font aujourd'hui l'objet de mesures de protection. Au fil du temps, Nathalie a appris à connaître ces animaux, à savoir les approcher à la bonne distance afin de ne pas perturber leur quiétude. Il y a bien qu'ils viennent un peu plus près. Tu veux pas monter jusqu'à moi, petit? Il est beau, ils sont trop beaux, j'adore à cette époque, ils sont trop mignons. Ils sont encore tout petits, mais ils ont leurs gros poils d'hiver, on dirait vraiment des petites boules. Là, en fait, c'est sympa d'avoir les trois. Du coup, on a le mâle, la femelle et le jeune ensemble. Et là, on a le mâle qui nous fait une belle démonstration de grimace. Il sent tout ce qu'il peut sentir de la femelle, voir si elle est réceptive ou non. En fait, le mâle, lui, il est en rut pendant 1 mois, alors que les femelles, elles sont réceptives que 1 ou 2 jours seulement. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils les suivent, ils guettent vraiment le moment où elles vont être réceptives. Les pauvres femelles, elles sont vraiment harcelées, quoi. Là, ils sont... c'est rude hein, pour elles. C'est vraiment un animal qui me fascine en fait. Ouais, ils sont sereins, ils te posent vraiment quand tu viens, tu te mets. Moi j'aime venir me mettre au milieu d'eux. Je viens m'asseoir. Des fois je fais pas forcément de photos, je me mets au milieu, je fais une sieste. Ou simplement je les observe et ils me reposent.
Autre saison, autre ambiance. L'Alpe s'offre à Fred sous la forme d'un animal étrange et méconnu. Je cherche la chouette chevêchette, donc c'est une petite chouette de montagne qu'on retrouve dans toutes les forêts alpines, dans les massifs du Jura, des Vosges. C'est une petite chouette qui est relativement rare et qui a la particularité d'être diurne, d'être plus diurne que nocturne. Donc pour la photo déjà c'est quand même pas mal. Mais elle est difficile à observer parce que c'est vraiment un petit oiseau. C'est une chouette qui fait la taille d'un merle à peu près, donc qui n'est pas facile à localiser. Véritable lilliputien des bois, la chevêchette est un joyau des forêts de montagne. Les animaux, faut pas. Il y a des choses, il faut quand même faire attention. Le but, on n'est pas là pour les déranger, quoi. On est vraiment là pour les observer. Et de toute façon, un animal qu'on dérange, ce sera une photo qui sera ratée parce que ce sera un animal en fuite. Ce sera, voilà, et si on veut faire des photos, il faut vraiment s'approcher au plus près des animaux sans les déranger. C'est vraiment se faire oublier. Ce lutin est une relique de l'époque glaciaire. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, lors de la fonte des glaces, la chevêchette a trouvé refuge dans les massifs montagneux. Pas question donc d'espérer la trouver en dessous de 1000 mètres d'altitude. Fred a consacré un livre à ce petit oiseau. Il est passé maître dans l'art de les repérer et de les photographier. En novembre, les teintes chaudes de l'automne habitent à merveille les massifs alpins. C'est à ce moment de l'année que Sébastien a choisi de tirer le portrait d'un autre habitant emblématique de l'Alpe, le chamois. La photographie, moi je la vois comme un moyen de montrer les animaux dans leur milieu et c'est surtout le comportement qui m'intéresse. Je suis avant tout plutôt un naturaliste qu'un photographe. Je suis d'abord un naturaliste avant d'être photographe et c'est vraiment ces scènes particulières que j'aime aller chercher, capter. Et le mois de novembre, c'est un moment particulier pour le chamois parce que c'est la période pendant laquelle il va se reproduire. Et c'est vraiment une période intéressante pour la photographie parce qu'on va avoir pas mal d'activités des animaux qui vont bouger. Les mâles vont vraiment essayer de garder un territoire et ça offre des occasions assez intéressantes pour la photographie. Là, on a un mâle qui s'est posé sur un bloc là-bas. Il a couru tout le matin. Il a l'air d'être bien fatigué. On va essayer de s'approcher sans le déranger pour faire quelques images parce qu'on a tout un fond avec les mélèzes qui est assez joli. Et avec ces petites pluies, ça pourrait être assez beau à photographier.
S'intéresser aux animaux de montagne, pratiquer ici la photo naturaliste est pour nos 3 photographes un moyen d'explorer les Alpes, de vivre l'enchaînement des saisons à un rythme particulier. Moi, c'est un besoin que j'ai de sortir quasiment tous les jours et de me retrouver tout seul en forêt ou tout seul dehors. Quand on a la chance d'habiter dans les Alpes, on habite, moi en particulier, j'habite dans la vallée, j'habite en ville, mais il suffit de monter de quelques centaines de mètres, parfois quelques milliers de mètres, et on trouve des milieux complètement différents, complètement sauvages. Et plus on monte, plus le milieu change et la faune aussi change, ce sont des espèces différentes. Ce qui est passionnant en montagne, déjà c'est le cadre. Et voilà, c'est des paysages fabuleux, c'est des endroits sauvages, on peut se promener des heures sans rencontrer personne. C'est aussi une faune très riche, des espèces très différentes, des oiseaux, des mammifères, enfin il y a beaucoup de choses à faire, des fleurs, des paysages. La montagne, ouais, c'est un terrain de jeu fabuleux pour la photo, et la photo animalière en particulier. La montagne, j'y suis né, donc forcément on y est attaché. C'est comme les gens qui sont en bord de mer, je pense qu'ils ont un peu de mal à quitter la mer. La montagne, pour moi, c'est un peu pareil. Chaque jour, c'est nouveau, il se passe jamais la même chose, la lumière est tout le temps différente. Les montagnes, au fil des saisons, on change aussi. Et on n'est jamais épuisé de voir ces décors. L'adaptation au milieu dont font preuve certaines espèces sont une source d'inspiration pour nos photographes. Ces lagopèdes alpins en sont l'exemple parfait, accordant dès l'automne leur plumage aux futures conditions hivernales. C'est ainsi qu'ils changent de couleur, passant du gris au blanc. Le suivi sur plusieurs saisons de ces espèces est un réel engagement de la part du photographe et aboutit souvent à la production de milliers d'images. Moi, je trie pas tout de suite mes images, mais même après plusieurs semaines, plusieurs mois, on est vraiment, moi, je suis vraiment directement plongé dans les images et dans le moment avec la lumière. Et je suis vraiment plongé dedans. J'arrive à ressentir comme j'étais si c'était en plein hiver. Je me dis, ah ouais, qu'est-ce que je me suis caillé à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que voilà, je me suis mis à la photo pour revivre ces moments-là et vraiment garder une trace. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi marquant. Chaque image a une mémoire. On se rappelle tous les moments qu'on a vécus. C'est des moments particuliers qu'on vit avec la nature. C'est aussi pour ça qu'on se lève tôt le matin pour aller passer du temps dans un affût, par exemple. C'est des moments magiques et qu'on se rappelle. On est dans une coupe de bois où il y a pas mal de faune sauvage qui vient par ici, entre autres des chevreuils qui viennent régulièrement. Ils viennent manger des bourgeons sur les arbres pour reprendre des forces après l'hiver rigoureux. Puis là, c'est l'époque où ils viennent d'avoir les petits, donc
Donc voilà, il faut les nourrir et leur faire prendre des forces. Donc on va préparer tout ça dans la tente à fût. Donc une tente camouflée qui va nous permettre de rester à l'abri des regards jusqu'à ce qu'ils viennent par là. Des fois on arrive et puis ils sont tout de suite là. Et puis il y a des fois, on peut même y passer la journée. Hein. Le chevreuil, c'est vrai que c'est une espèce qui est assez commune et qu'on est habitué à voir, mais c'est quand même un animal qui est vraiment magnifique. Moi, je le trouve presque plus beau que le cerf, mais la femelle de la biche, par exemple, je la trouve un peu carrée, alors qu'un chevreuil, une chevrette, c'est vraiment un bel animal. C'est un petit animal qu'effectivement, on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire en photo parce que peut-être trop banal, mais il y a vraiment de belles choses à faire. Dans les sous-bois, c'est vraiment un animal intéressant. Voilà, je crois qu'on en a qui arrive, j'ai l'impression. On a une belle famille. On a le mâle et la femelle. Il y a des petits. On a des tout jeunes, c'est super. Installée à bon vent, l'affût de Nathalie n'est pas détecté par l'odorat des chevreuils. La forme et la couleur de la tente n'étant pas synonymes de danger pour les animaux. Seuls les bruits de déclenchement de l'appareil de Nathalie intriguent parfois cette jeune femelle, venue à quelques mètres seulement de l'affût. Je vais tendre un petit peu pour pas leur faire trop peur. Finalement, c'est le vent en tournant qui trahit la présence du photographe. Tromper la vigilance des animaux n'est pas chose aisée. Il faut parfois déployer des trésors d'ingéniosité. Moi, je pratique aussi bien l'affût que l'approche, mais l'intérêt de l'approche, c'est de pouvoir se déplacer en fonction du sujet. Et donc, il faut pouvoir être mobile, silencieusement, et aussi être invisible le plus possible. Il y a pas mal de techniques de camouflage, aussi bien les vêtements comme la ghillie, on utilise des filets aussi pour se camoufler facilement et rapidement. C'est des vêtements militaires utilisés par les tireurs d'élite, enfin les commandos de l'armée. C'est des vêtements qui sont constitués de plein de fils ou de couleurs différentes ou de morceaux de feuilles cousus. Et en fait, ça permet de se fondre vraiment dans la végétation, déjà de casser la forme humaine.
C'est ce que les animaux repèrent le plus facilement. C'est très efficace sur les chevreuils, les renards, sur les cerfs, on a pu voir aussi. C'est vraiment efficace. Une fois que même on voit, même avec les promeneurs, les cueilleurs de champignons, les gens peuvent passer à côté de nous à, je sais pas, à 5 mètres sans nous voir, quoi. Si on ne bouge pas, on ne s'attend pas du tout à voir. En fait, on n'associe pas du tout cette forme avec quelqu'un, quoi. Et les animaux ne font pas la différence entre un rocher et la forme qu'on a. Parfois, il n'est pas nécessaire de tromper l'animal, de masquer son odeur ou sa forme pour espérer faire la bonne photo. Il y a un chamois juste ici. Il est couché en contrebas. On va essayer de le photographier. Il est complètement recouvert de neige. C'est super beau. Avec les conditions qu'on a, vraiment début d'hiver qui commence à être assez rigoureux. Là tu vois, les animaux ils ont tendance à rester en forêt aujourd'hui. Tu vois, lui il est à l'abri d'un arbre là. Il a déjà pas mal de neige sur lui. Et là va vraiment commencer une période difficile pour eux. Ils vont non pas vivre, mais vraiment survivre avec les conditions qui vont devenir de plus en plus difficiles, la hauteur de neige, la nécessité de trouver à manger dans un milieu qui va être complètement recouvert. Bien qu'on soit dans une période très favorable, avoir une telle proximité, tout à l'heure j'étais en limite de mise au point, non, là c'est vraiment fabuleux là. Bon, tu vois, il faut vraiment les laisser faire leur vie et pas chercher à avoir des gestes brusques, à aller au-delà de leurs limites pour laquelle ils nous tolèrent. Cette manière de fonctionner, elle peut être valable avec pas mal d'autres espèces. À partir du moment où ils vont reconnaître si on est un danger ou pas pour eux, eh ben, il va y avoir une certaine forme de tolérance qui peut s'installer. Et du coup, à ce moment-là, le photographe peut en profiter pour voilà, faire quelques images de très près. Mais c'est pas toujours le cas. Là, on a vraiment eu beaucoup de chance. Et on le voit, ils sont encore à une dizaine de mètres en contrebas. Bah, c'est des moments rares quoi, qui sont vraiment très sympas à vivre.
Allez, on va aller voir plus haut. Une bonne photo, c'est avant tout une photo pour moi qui sera peut-être pas forcément artistique ou qui sera... Mais disons que ça sera une photo où on aura pu voir l'animal voilà, dans son milieu, là où il vit, dans son habitat, et que on ne l'aura pas forcément dérangé, il n'aura pas remarqué notre présence, et il aura fait sa vie sans forcément nous détecter. Ça pour moi déjà, si on arrive à le photographier comme ça dans ces conditions, et la photo sera réussie. Après, ce sera peut-être pas une photo réussie d'un point de vue artistique, mais moi je serais déjà content à ce niveau-là. Alors pour moi, une belle photo, c'est plusieurs choses. C'est à la fois une belle photo dans sa composition, dans ce qu'on avait imaginé, dans une belle lumière, une belle attitude, mais ça va être aussi tout ce qui a été vécu au travers de cette image et j'espère pouvoir faire passer aussi à travers tout le ressenti de l'instant, toute la magie du moment, de l'animal dans toute sa beauté. C'est pas que la photo en elle-même, c'est tout le ressenti pour moi qui va avec. Plus on avance dans le temps, plus on avance avec l'expérience, je pense qu'il y a aussi... Enfin pour moi c'est aussi important la recherche esthétique, c'est sûr. Surtout quand on passe beaucoup de temps sur une espèce. On a le temps vraiment d'une séance sur l'autre, de peaufiner un peu les cadrages, de savoir à telle heure ou à tel moment de la journée, il y a vraiment une belle lumière. Ça arrive aussi de chercher des animaux dans des secteurs qui sont particulièrement esthétiques et d'attendre qu'un animal passe. On imagine à l'avance la photo, puis on se dit, tiens, si seulement à cet endroit-là, il y avait un chevreuil ou à cette heure-là avec la belle lumière. Et parfois ça arrive, et puis parfois ça n'arrive pas, mais bon. Mais ouais, la recherche esthétique, elle est quand même elle est importante aussi. Ouais. C'est bon, on a juste les arbres qui sont un peu colorés, la brume derrière, la neige qui tombe. On a le soleil qui sort juste un tout petit peu pour nous éclairer ça. Là, c'est pas mal du tout. C'est bien de profiter de tout, paysage, de la nature. Sinon, on revient bredouille des fois. Les bouquetins, on n'est pas sûr à 100% de les voir. Non, puis c'est bien de profiter un peu de tout. Pour les bouquetins, c'est vraiment la mauvaise période pour eux. Ils ne sont pas adaptés à la neige et pour eux, ça demande vraiment beaucoup d'efforts de se déplacer. Surtout quand il vient de tomber énormément de neige, là en peu de temps. Il a dû tomber 1 mètre de poudreuse. Pour eux, c'est énorme à traverser. Ça leur demande vraiment de descendre, de gratter pour trouver de la nourriture et de faire vraiment beaucoup d'efforts. Donc ça va être difficile de les trouver parce que c'est pas les périodes où ils se déplacent le plus, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'au moins la photo, elle se mérite. Ouais, tu vois, celui-là, il est descendu vraiment près
il est vraiment près, on a la route juste en dessous. En fait, ils sont obligés vraiment de descendre vraiment bas quand il neige autant. Parce que tu vois là, quand il gratte la neige, il n'y a pas énormément de neige et il a vite accès à la nourriture dessous. Donc il est obligé quand même de gratter pour récupérer ce qui reste de l'hiver. Mais on a la route qui est pas loin. Et en fait, des fois aussi l'hiver, comme on scelle les routes, du coup ils viennent aussi lécher le sel sur la route pour récupérer des minéraux. Mais du coup ils sont aussi vite accessibles. Et donc c'est vrai que c'est important de ne pas les déranger à cette saison, même s'ils sont facilement accessibles. Parce que vraiment pour eux c'est une période vraiment difficile, il y a très très peu à manger. Et ils sont vraiment pas adaptés pour la neige. Donc à chaque fois qu'on va le déranger, à chaque fois qu'on va le pousser et l'obliger à aller marcher dans la neige, pour lui c'est vraiment énormément de fatigue en plus. Et après, certains risquent de mourir d'épuisement parce que ça leur demande de puiser vraiment dans leurs réserves. L'hiver est une période très difficile pour les espèces de montagne. On pourrait les croire adaptées et armées contre toutes les situations. Mais en altitude, la vie s'assimile bien souvent à de la survie. La présence de cet aigle royal et de ces 2 grands corbeaux venus agacer le rapace est en réalité annonciatrice d'un drame récent. Un cabri de bouquetin, victime de son jeune âge et de son manque d'expérience, vient d'être fauché par une avalanche. Sa dépouille, à peine rejetée par la coulée de neige, a déjà trouvé sa place dans la chaîne alimentaire de l'Alpe. Dans un milieu hostile, où la nourriture est rare, rien ne se perd, et les recycleurs de la nature ont déjà entamé leur besogne. Là, tu vois, on avait 2 aigles qui devaient être posés pas très loin. Ils devaient sans doute attendre pour venir sur le cabri de bouquetin qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est un triste sort pour ce cabri, mais il va permettre de nourrir pas mal de monde. Les grands corbeaux, les aigles ici. Et puis il y avait énormément de traces de renards. Donc c'est une avalanche qui s'est produite hier en fin d'après-midi. Et il y a eu déjà pas mal de monde qui sont venus dessus. C'est les premières neiges, ils sont peut-être pas encore forcément habitués. Et là c'est vraiment un jeune de l'année, donc peut-être qu'ils étaient venus un peu plus bas chercher encore un peu d'alimentation sur une zone dégagée, et l'avalanche est venue du dessus et a emporté ce jeune. Donc malgré leur adaptation, les conditions sont tellement difficiles et rudes que c'est très difficile pour eux d'affronter toutes ces conditions. Dans de telles circonstances, perturber le moins possible le milieu, ne pas déranger les animaux, voir sans être vu, semble être une ligne de conduite évidente pour le photographe animalier. Certaines espèces de montagne sont si sensibles au dérangement que pour les photographier, Sébastien n'hésite pas à installer son affût la veille et à passer la nuit sur place. Il faut dire que le spectacle qui s'offrira à lui au lever du jour ne se produit qu'une fois par an. Chaque année, au début du printemps, les coqs tétralyres se rassemblent sur des places bien précises pour se livrer de rudes combats. Ces vives empoignades sont en réalité le préambule aux parades nuptiales. La reproduction des tétralyres est un moment crucial pour la pérennité de l'espèce. Un rituel éphémère qui ne supporte aucun dérangement de la part de l'homme. Mais contrairement à Sébastien, tout le monde n'a pas l'élégance d'oser passer la nuit par moins 10 degrés. Et depuis quelques années, on rencontre de plus en plus de monde sur des zones où les oiseaux paradent. C'est le cas notamment du tétralyre,
qui vit ici dans les Alpes. C'est une espèce assez emblématique dans les Alpes et puis qui est assez photogénique parce qu'elle va parader au printemps. Et de fait, elles intéressent forcément le photographe de nature. Moi, je dois avouer qu'il y a une dizaine d'années, c'était vraiment rare de trouver 2 affûts en même temps sur une place de parade. Et maintenant, on se retrouve des fois à 3, 4 affûts. Cet oiseau, il va venir chaque année sur une même place. C'est une toute petite zone, hein, ça fait quelques dizaines de mètres. Et il va défendre un tout petit territoire sur lequel il va parader. Et puis il va y avoir des affrontements entre les mâles. Et donc il suffit qu'on place un affût au mauvais endroit sur la place d'un oiseau. Et ça va quand même induire forcément une perturbation pour l'oiseau. Alors c'est pas pour autant qu'il va délaisser la place. Mais peut-être que cette répétition d'événements et de perturbations pourrait peut-être à l'avenir avoir des conséquences un peu plus dommageables. Victime de son succès et de l'évolution du matériel, la photographie animalière aboutit paradoxalement à la présence sur le terrain d'un nombre sans cesse croissant de personnes, ignorant bien souvent les principes de base de cette pratique. Depuis le numérique, il y a beaucoup plus de gens qui font de la photo et de la photo animalière, entre autres. C'est sûr que c'est aussi une facilité par rapport à avant où il fallait payer ses pellicules, faire son développement. Là, c'est un accès un peu plus facile. À la fois, c'est bien sur le côté où il y a des personnes qui vont venir en contact avec la nature, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent faire de la photo animalière sans être sensibilisés et qui viennent faire des photos et qui, pour eux, la photo est plus importante que le dérangement de l'animal. Il existe un autre grand rendez-vous important qu'aucun photographe naturaliste ne saurait manquer. Une période de l'année particulière où la montagne résonne du chant des bêtes. Le brame du cerf, ça représente une période assez intéressante parce qu'on est à l'automne, les couleurs commencent à changer, donc déjà le décor est assez fabuleux. D'autant plus qu'en montagne, ça prend vraiment une autre dimension. Et tu ajoutes à ça le cerf qui offre un spectacle tout aussi fabuleux. C'est vraiment chouette de pouvoir les photographier. Par contre, c'est un peu plus compliqué parce que une fois de plus, on est en montagne, donc on est sur des versants vraiment escarpés. Et pour pouvoir approcher les animaux sans être détecté, là aussi, c'est une autre paire de manches. Donc on y passe du temps, mais quelquefois ça marche et les résultats sont plutôt satisfaisants parce que voir cet animal dans ce milieu-là et en plus avec le son du brame et ces ambiances d'automne, parfois ça fout la chair de poule.
Là on est dans le massif des Écrins, à peu près 2000 mètres d'altitude. C'est un alpage, c'est le biotope typique des marmottes, des prairies, des pelouses, des rochers, des pierriers. Bah là il y a des terriers de marmottes un petit peu plus haut. On les a entendus siffler en arrivant tout à l'heure. Donc là elles sont toutes rentrées dans le terrier. Et on va s'installer tranquillement, attendre un petit peu et puis normalement elles devraient ressortir. Faut juste être un peu patient, pas trop faire du bruit. Et puis se laisser oublier. Normalement à cette époque, il y a les jeunes qui sont quand même moins farouches, les petits marmotons, on devrait pouvoir faire quelques comportements sympas, des jeux, des poursuites, des choses comme ça. Du plus commun des animaux au plus rare, le photographe animalier est le témoin privilégié d'une vie sauvage riche, parfois insoupçonnée, mais toujours fragile. Rien n'est jamais garanti, et nombreuses sont les sorties sur le terrain qui se soldent par des échecs. Mais l'amour de la montagne, l'envie de toujours faire de nouvelles photos, d'observer de nouvelles espèces, finissent toujours par l'emporter. Je vais poser un piège photo. Ici, on est au pied d'une petite falaise. Et c'est un point de passage du lynx. Il aime bien en général longer les escarpements rocheux, soit par le haut, soit par le bas. Et on va laisser ce piège photo quelque temps ici en place. Et puis voir si on a la chance qu'il passe devant. Ça se déclenche avec un détecteur de mouvement et de présence, aussi bien le jour que la nuit. Donc la nuit, ça prend des vidéos infrarouges.
Et on peut le laisser en place. Bon là il fait très froid, mais on peut le laisser en place plusieurs mois s'il faut, pour pas venir le relever trop souvent. Après il y a d'autres espèces qui passent ici régulièrement. Là on a vu qu'il y avait des traces de renards. Il y a des chevreuils qui passent ici, il peut y avoir des chamois. Mais ce que j'espère avoir, c'est justement un passage du lynx. C'est vraiment l'animal que j'espère photographier, et, ne serait-ce que voir ou revoir, mais c'est pas facile du tout. On sait qu'il est là, on peut passer très très près sans le voir. Lui il peut venir nous voir très près sans qu'on le voit non plus. C'est vraiment un des buts que j'ai en photo animalière. La photo, je ne veux pas dire que c'est un prétexte, mais c'est aussi un moyen, voilà, vraiment de me retrouver en montagne, seul, et d'apprécier des moments simples en fait, qui sont à la porte de la maison. Et ça, je trouve que c'est vraiment une richesse incroyable, quoi. C'est un besoin de se retrouver dans la nature, un besoin de se réimmerger dans cette nature qui est notre vie. C'est une manière de se retrouver seul avec la nature et de fuir un peu le monde de tous les jours. On vit des moments privilégiés en tant que photographe de nature. Et nos photos servent un petit peu aussi à ça. Ça permet aussi de montrer à des personnes qui n'auraient pas moyen, qui n'ont pas la facilité qu'on peut avoir d'accéder à ces endroits-là, d'observer les animaux qu'on peut observer. Nos photos permettent un petit peu de partager ces moments-là et de ne pas vivre ça égoïstement non plus, même si c'est quand même une passion et un plaisir très égoïste quand même.